Le vice-président vient nous quitter Congo central. Ma sœur n'est que, entre guillemets, elle est interfédérale de la ville-province de Kinshasa, un rôle très, très central, et elle focalise beaucoup sur les femmes. Voilà, donc rien à voir, c'est vraiment pas une histoire de famille, mais pas du tout alors. C'est une histoire de toute la nation congolaise. Tout à fait. Oui. Vous avez été en 2011 la première femme à être candidate présidente de la République. Comment ça s'est passé? J'étais candidate en 2011 et parfois les gens se font cette erreur en disant la première femme candidate à la présidentielle. Non, en 2006 il y a eu plusieurs femmes. Eh bien, on en a cité quelques-unes au début de l'émission. Voilà. Maman Zouzou Ambombo, Maman Wivine Landou, elles étaient déjà candidates en 2006. Voilà, des pionnières. Eh bien, en 2011, je revenais des Nations Unies. J'avais passé 24 ans de carrière aux Nations Unies et au bout d'un moment, je me disais, je veux rentrer dans mon pays, offrir mon expérience. Et je suis venue, mais souvenez-vous, en 2011, en début d'année 2011, le président de l'époque, Joseph Kabila, avait fait changer la constitution au pas de course pour qu'on passe d'une élection à 2 tours à 1 tour. Alors, on s'est retrouvés, moi j'étais dans l'opposition à l'époque, plusieurs candidats à la présidentielle dans l'opposition, visiblement on n'allait pas gagner. Donc on a voulu créer un mouvement, un sursaut, demander aux candidats de se retirer. Et d'ailleurs j'étais l'une d'elles qui disait on ne gagnera pas si on est aussi nombreux. On était je crois 11. Eh bien, il y a eu pas mal de discussions, pas mal de forums comme les Congolais aiment le faire. Eh bien, moi, la seule femme, pour montrer l'exemple, j'ai dit bon, je prêche le retrait, on se désiste pour qu'on ait de la chance. Eh bien, Angèle montre l'exemple, désiste-toi. Angèle a montré plus sa faiblesse. Elle aurait pu rester à côté de Eh bien, avec le recul, je me pose des questions, mais en tout cas, les hommes avec l'ego que nous leur connaissons, aucun des hommes ne s'est retiré. Ils juraient leur grand Dieu, oui, oui, on trouvera un candidat unique. Eh bien, ils étaient tous là au départ, et puis l'opposition a perdu, ce qui était de toute façon prévisible face à un seul candidat en face de nous. Donc voilà. En 2018, vous n'avez pas voulu récidiver. C'était quoi? C'était le montant de... En 2018, c'est une caution. En 2018, je voulais parce que c'est pas vouloir être candidate pour être candidate, parce que je sentais que j'avais les capacités, que j'avais une vision pour notre pays, vision de changement. Et eh bien oui. La caution de 100 000 $, moi je l'ai eu, ma caution en main, je crois le deadline c'était je crois le 2 ou le 3 août, moi je l'ai eu le lendemain. Et d'ailleurs à l'époque j'avais, le jour, la veille du dépôt des candidatures, j'avais appelé la CENI, en posant mon problème, en me disant mais c'est sûr, le transfert est là, j'ai l'argent. Non, 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 c'est pas la peine. Je me rappelle, c'était à 16h, j'étais aux environs d'ailleurs de la CENI à la Gombe. Non, 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 c'est terminé, c'est terminé. Et figurez-vous, j'ai appris par la suite que d'autres candidats, eux, on leur a permis de donner leur caution après. Et j'ai même appris d'autres n'ont même pas eu à déposer la caution dans la semaine qui suivait. Donc encore une fois, discrimination. Mais tout cela, bon, ça a été plein d'enseignements. Et le plus important pour moi, c'était que De Gaulle aimait dire que l'élection présidentielle, la mère des élections, c'est la rencontre entre un homme, son projet et son peuple.
eh bien, moi j'ai aimé ce moment-là parce que c'était vraiment ma rencontre avec le peuple congolais, pouvoir parler à la base des préoccupations des gens, leurs aspirations, et ça a été des moments d'échange inestimables en tout cas. Parce qu'on parle déjà des élections, on va y rester. Je veux chambouler un peu mon programme. Je l'ai commencé par le Conseil économique et social, mais je crois qu'on va rester parce qu'on parle déjà du processus électoral. Comment vous le voyez? On va pas revenir sur ce qui s'est passé en 2018, mais là on parle déjà des élections de 2023, des controverses au niveau du processus des désignations. On se dit ça y est, les démons congolais sont déjà en ébullition, pas de consensus, pas d'inclusivité, on va tout droit au chaos. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve dommage cette situation que nous vivons où il n'y a pas possibilité de dégager un consensus sur un candidat futur successeur de Corneille Nangaa. Et le rôle, vous le connaissez, un parti aux confessions religieuses qui doivent choisir l'heureux élu. On voit bien que les confessions religieuses n'y arrivent pas. Et c'est là où je suis en pleine réflexion, et d'autres d'ailleurs, je me dis, je pense qu'il faut changer cette loi de la CENI. Je ne vois pas pourquoi nous donnons ce rôle central aux confessions religieuses, qui en tout cas là, ont failli. Et quand on voit aussi les élections passées, les candidats ou les présidents de la CENI qu'ils ont eu à nous choisir n'ont pas été vraiment des candidats heureux dans les tâches qu'ils ont réalisées. Donc je pense qu'on doit réfléchir à tout ça. Et on aurait dû le faire en AU, on a discuté de la loi organique sur la CENI. On n'a pas entendu. Voilà, à ce moment, c'était ça aussi. Voilà, à ce moment, vous dites les femmes? Surtout les femmes, hein. Surtout les femmes, au-delà des femmes. Voilà. Tout à fait, on aurait dû s'impliquer davantage dans ce débat public d'une grande importance. On l'a pas fait. Là, il n'est pas trop tard pour le faire. Et en tout cas, c'est tard, madame. Elle est promulguée, elle est en application. Elle est promulguée, mais une loi peut être amendée à l'avenir. On doit y réfléchir. Et en tout cas, moi, je dis familièrement aux amis autour de moi qu'on me dise absolument plus que l'église est au milieu du village, parce que les églises nous ont montré qu'elles étaient loin du milieu du village. Ils nous ont montré un spectacle désolant de sectarisme, de division, de dissension. Et on en est là, pas de consensus, vote rejeté, et puis on essaie de coller les morceaux. Bon, gardons espoir, parce que comme disait mon ancien patron Kofi Annan, tant qu'on parle, il y a de l'espoir. Ils sont en train de parler. Eh bien, espérons qu'ils vont pouvoir dégager un consensus, se décider sur une personne. Ils parlent, mais il y a des actes qui se sont en train d'être posés. Par exemple, la mise en place de cette commission paritaire censée examiner les dossiers des candidats au niveau du Parlement. On va tout droit vers l'entérinement quand même des prochains délégués à la CENI. Mais vous avez entendu aussi que certains partis politiques disent nous n'allons pas présenter de candidats pour le leadership de la CENI, pour le bureau. Eh bien, ce sont des menaces? Est-ce qu'ils vont vraiment réaliser? Mais bon, une commission paritaire, c'est un début de solution, pas de solution, c'est un début de moyen pour trouver une solution, parce que il y a la majorité présidentielle, il y a aussi l'opposition, ils vont discuter, et bon, qui dit commission paritaire dit en tout cas tentative de trouver une solution. Alors espérons qu'ils vont nous trouver une solution, parce que plus on tarde et plus on retarde l'échéance électorale, et on risque d'avoir un glissement. Et justement, s'agissant de ces deux points, la mise en place de la commission paritaire, mais également, est-ce qu'on ne retarderait pas les élections de 2023? On revient ici, vous avez suivi Madame Geneviève Inago, qui est du FCC. Et le FCC est catégorique. On n'en verra pas des délégués d'abord à la commission paritaire. Donc si le FCC qui est dans l'opposition n'envoie pas des personnes dans la commission paritaire,
il n'y aura, cette commission n'aura rien de paritaire. Eh bien, il n'y a pas que le FCC dans l'opposition. Et puis, je trouve regrettable, dommage, cette pratique de la chaise vide. Ça ne conduit jamais à rien. Même si vous n'êtes pas d'accord avec un processus, impliquez-vous dans l'intérêt supérieur de la nation, comme on dit, et pour pouvoir trouver une solution. Et je voudrais pas citer, mais je le cite quand même, le bon mot du président de l'Assemblée nationale, qui a dit, eh bien, d'autres avant vous n'ont pas voulu participer aux élections et n'ont pas participé aux élections. Bon, si c'est ça qu'ils veulent, on va pas être là à attendre. Mais moi, en tout cas, ce que je pense que il faudrait à un moment donné mettre un stop. Hein. Je sais qu'il y a un deadline, je crois, en fonction, la loi donne, je crois, 45 jours de deadline, etc. Eh bien, même si ce deadline est épuisé, il faudrait en redonner un autre et puis après tirer le dernier coup de sifflet. Mais il faut avancer. Vous parlez du président de l'Assemblée nationale qui a eu à dire cela. Est-ce que devons-nous continuer avec des élections controversées, sans inclusivité? C'est aussi ça, c'est l'éternel recommencement en RDC, toujours des élections contestées, controversées. Est-ce que c'est et là, est-ce que c'est pas seulement un groupe qui veut pas y aller, qui veut pas présenter ses membres, qui veut pas participer d'abord dans la commission paritaire, ensuite qui veut pas présenter ses membres, mais le souverain primaire, c'est qui? C'est le peuple congolais. Quand on nous présentera un calendrier électoral en disant voilà, c'est à telle date qu'il y aura telle ou telle élection, vous pensez que les Congolais suivront le mot d'ordre de ces quelques personnalités qui disent nous n'allons pas, nous n'irons pas? Je ne pense pas. Et en tout cas, il incombera à nous autres, hein, leaders politiques, mais également les membres de la société civile, à ce moment-là, si on arrive jusque-là, je souhaite qu'il y ait au bout d'un moment quand même consensus, mais si on arrive jusque-là, eh bien, inciter le peuple congolais à aller aux élections. En tout cas, vous concernant, avec ou sans ces consensus, vous la l'idée que vous êtes à fond dans ce processus électoral? Nous soutenons ce processus électoral. On dit la date des élections, elle est constitutionnelle. Jusqu'à présent, nous avons eu à glisser dans nos échéances électorales, faisons tout pour ne pas glisser. Et il y a aussi cette question de recensement aussi, savoir qui va voter, qui est congolais, qui se... Ça doit être un préalable. Il y a plein de questions. On ne peut pas, je trouverais regrettable si, encore une fois, nous allons aux élections sur la base juste de l'enrôlement. Mais si nous voulons recenser les Congolais et leur donner carte d'identité, leur donner une carte électorale, c'est maintenant, il faut commencer maintenant. Il ne faut pas retarder davantage tout ce processus. Donc il n'y a pas que le blocage autour de la réforme de la CENI qui pose problème, mais également le recensement. Oui, il y a plein de questions. C'est là où j'aurais souhaité, j'aurais pensé que il y aurait un sursaut au sein et des confessions religieuses et des partis politiques pour dire oui, nous avons quelques différences, mais voyons comment nous allons justement effacer ces différences pour pouvoir avoir un président, avoir un leadership de la CENI, parce que il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions qui se posent à part celle-là. Donc vous êtes de ceux qui pensent un peu comme une partie de la MOUCA, comme il aurait fallu qu'on ait des réformes en dehors des institutions, une forme de dialogue pour parler de ces questions-là, parce qu'au sein des institutions... Moi j'aurais souhaité qu'il y ait vraiment un audit du processus électoral sous Nanga. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Je trouve que partir d'un processus électoral, le pire qu'on ait eu, hein, ce que Nanga a eu à gérer, c'était un désastre.
Et il était pire que Ngoïmo Londa, pire que l'abbé Malouda. Les élections, en tout cas, qu'il a eu à gérer étaient les pires qu'on ait eu dans l'histoire de notre pays. Et il a fait un rapport. Moi, d'ailleurs, j'ai essayé de l'avoir. J'arrive toujours pas à l'avoir. Si vous l'avez, je serais intéressé à faire des copies et à le lire. Eh bien, lui-même, Nanga, semble-t-il, avait dit, voilà, mon rapport est là, débattez-le. Ça n'a pas été fait. On aurait dû le faire pour apprendre de nos erreurs, pour apprendre ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Il y a plein de questions en suspens. Est-ce qu'on ira encore avec une machine à voter? Est-ce que, etc. Est-ce que dans les zones où il y a conflit, on votera? Est-ce que, il y a plein de questions. Mais là, on s'arc-boute sur cette histoire de composition, leadership de la CENI, qui a son importance, mais ça nous retarde. Donc, ce débat, j'aurais souhaité qu'on l'ait. Ça allait nous édifier, on allait améliorer, on allait corriger les travers, les dysfonctionnements, et on allait... Mais là, on n'a rien fait. On passe tout de suite à la nomination de l'équipe. Bon, cette équipe, comment elle va fonctionner? Sur la base... avec les erreurs du passé, ou elle va les corriger? Et comment elle va les corriger? Et comment nous, citoyens, nous allons être tenus informés des rectifications qui vont être faites, des décisions à prendre, parce que c'est ça la démocratie, impliquer le peuple dans le processus de décision. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas eu cela. Bon, maintenant, on est en plein dedans, on n'a pas eu ce débat, on est en plein dedans dans le choix du leadership de la CENI. Là encore, il y a blocage. Donc, est-ce qu'on va aller de blocage en blocage pour dériver dans un glissement inévitable? Non, ça serait vraiment malheureux. Ça serait vraiment malheureux. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs de Top Congo que nous recevons Angèle Makombo, présidente de la LIDE, Ligue des démocrates congolais, mais également membre du Conseil économique et social. On va entamer, pas tout de suite, mais dans quelques minutes, la partie Conseil économique et social, mais on reste un peu avec le processus électoral. Vous avez dit, est-ce qu'on ira avec les nés de père et nés de mère, ou comment on doit faire, surtout par rapport à la loi électorale qui arrive? Toutes ces questions sont absolument capitales. Et on ne les a pas encore résolues, on ne les a pas encore débattues. Et on va le faire quand? C'est pour ça que le temps presse. C'est pour ça que cette question de choix du leadership devrait, je ne dis pas être réglée à la va-vite, mais prendre tout le sérieux, toute la responsabilité et d'absolument régler cette question pour passer à autre chose. Et en tout cas, le temps presse. Le temps presse. L'autre fois, on a eu à recevoir votre sœur qui était totalement pour la loi Tiani, c'est-à-dire il faut qu'il y ait à la tête du pays et dans certains postes en fonction de certaines fonctions du pays, des personnes qui sont de père et de mère congolaises au niveau de la famille. Vous êtes d'accord? Vous oui, il y a des dissensions. Voilà. Bon, je ne voudrais pas mettre ça sous le sceau familial, mais il se trouve que je partage le même point de vue. Je trouve absolument dangereux, risqué qu'au plus haut sommet de l'État, on ait une personne dont on n'est pas sûr de l'allégeance qu'elle porte ou qu'elle va porter à la RDC. La nationalité, c'est quoi? La nationalité, c'est l'appartenance à un pays, et c'est de dire, ce pays auquel j'appartiens, je suis prêt à mourir pour ce pays. Et la question que je me pose, de ceux qui veulent qu'il y ait la reconnaissance de la double nationalité dans ce pays. Mais je dis, double nationalité, oui, mais au sommet de l'État, non. Parce que, pas seulement au sommet de l'État, quand on parle en termes de magistrature suprême, mais il y a certaines fonctions. Imaginez-vous, si vous voulez, je suis toujours dans le processus de réflexion. Imaginez-vous un de nos députés à l'Assemblée nationale ou un sénateur, on met sur la table un projet ou une proposition de loi qui tend à réviser à nouveau le code minier qu'on a révisé
Et vous savez que ce code minier, beaucoup de multinationales sont contre les choix que le Congo a pris. Vous êtes d'un pays, vous êtes congolais, et bien vous êtes aussi d'un pays B. Belgique ou bien pays F, France, États-Unis, etc. Et il se trouve que ce pays-là défend une position différente de celle de votre pays d'origine. Vous faites quoi? Vous êtes entre les deux là. Alors beaucoup me disent mais non, je suis congolais, je reste, je vais défendre. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que nous en savons? Donc il faut mettre des garde-fous. Et à plus forte raison au niveau de la magistrature suprême. Il faut, moi je pense que pour la magistrature suprême, surtout vu l'histoire récente et un peu moins récente de notre pays, où on a eu à voir un chef d'état-major qui était rwandais. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez dans quel pays au monde on a un chef d'état-major qui est ressortissant d'un pays étranger, de surcroît un pays voisin, de surcroît un pays qui est en conflit avec vous? Ça s'est jamais vu. Un chef de l'agence nationale de renseignement qui serait entre... Non, la nationalité c'est vraiment une question d'allégeance. Donc nous voulons, en tout cas moi, pourquoi je soutiens cette proposition de loi, parce que je dis, nous ne sommes pas en train de combattre les Congolais qui auraient double nationalité ou les Congolais qui auraient un parent étranger. Non, parce que d'ailleurs dans ma famille nous le vivons, ma soeur vous en a parlé. Et non, mais au niveau de la magistrature suprême, il faut être de père et de mère congolais pour qu'on n'ait pas ce cas-là. Vous savez, la nationalité dans tous les pays, on statue là-dessus en fonction de l'histoire du pays. En fonction de ce qu'on a vécu, etc. Et on cite d'ailleurs souvent le cas des États-Unis. Avec voilà. Voilà. Mais on a eu aussi notre Mamadou Ndala ici, qu'on cite en exemple, quelqu'un qui n'était, enfin, pas, et qui avait un parent congolais et tout, mais qui s'est sacrifié pour le pays. Donc on peut se retrouver dans des cas de figure mais bien sûr, on peut pas avoir tous les deux parents congolais, mais travailler. À ces personnes-là, vous leur dites non, écoutez, ne rêvez pas trop. Non, on ne dénie pas aux Congolais qui ont un parent qui n'est pas congolais d'accéder à des fonctions élevées. Hein. Mais nous disons pas aux grandes fonctions de souveraineté. Donc clair. Mesurez un peu vos rêves. On le voit, j'ai travaillé plus de 20 ans aux Nations Unies. J'ai vu même avant que cette discussion, cette question soit vraiment au centre du débat au Congo, eh bien, ils m'expliquaient comment ça se passe chez eux. Au Maroc, en Algérie, par exemple, vous ne pouvez pas être un ambassadeur si vous avez un père ou une mère qui n'est pas marocain ou algérien. Et au Maroc, c'est pire encore. Vous ne pouvez même pas accéder à ce genre de fonction comme ambassadeur si votre épouse n'est pas marocaine. Angèle Makombo, membre du Conseil économique, là je rappelle, hein, aux auditeurs, téléspectateurs que nous recevons Angèle Makombo, présidente de la LIDEC, mais conseillère au sein du Conseil économique et social. Vous faites quoi, au fait, au Conseil économique et social? Je suis absolument ahurie de voir que les Congolais connaissent peu le Conseil. Non, ils connaissent pas du tout d'ailleurs. Voilà. Même pas peu. Pas du tout. Pas du tout, voilà. C'est ce que vous dites. Eh bien, c'est une institution qui est constitutionnelle. C'est dans notre Constitution, article 208 à 210 de la Constitution. Et il y a eu la Constitution de 2006. Mais il y a eu un retard énorme à son installation. Nous avons été installés qu'en 2014. Eh bien, c'est quoi un Conseil économique et social? C'est une institution qui est une assemblée consultative. On n'a pas, comme par exemple, souvent on résume en disant le Conseil économique et social, c'est un mini-parlement économique et social. Mais en disant ça, on induit les gens en erreur parce que au Parlement, on adopte des lois et c'est obligatoire. Mais nous, au Conseil, on donne des avis. Et on donne des avis à qui?
On donne des avis au président de la République, au président du Sénat, de l'Assemblée nationale, aux provinces, etc., sur les questions économiques et sociales. Notre rôle, c'est vraiment de voir quelles sont les questions, quels sont les problèmes du point de vue économique et sociaux qui affectent la vie des Congolais. Et faire des propositions pour justement améliorer ce vécu quotidien des Congolais. Bon, maintenant on me dit oui, on entend peu parler de vous, oui, on ne sait pas ce que vous faites exactement. Je leur pose la question à certains, est-ce que vous savez ce que fait la Cour des comptes? Est-ce qu'on parle tous les jours de la Cour des comptes? Dans un pays, on ne peut pas être tous dans l'effervescence de l'état spectacle, où tous les jours on passe sur Top Congo. Hein, par exemple, on aimerait vous entendre voilà, tous les jours parce que vous touchez les questions vitales. Invitez-nous, nous viendrons les en questions parler. vitales, je dis. Le dernier avis, par exemple, que vous, le Conseil économique et social, avez donné sur les questions sociales sont lesquelles? Eh bien, on a par exemple planché sur le code minier révisé, mais nous, on a regardé surtout l'impact des dispositions révisées du code minier sur les populations locales. Et ça, on en parle peu. On parle peu comment les populations locales... regardez, on parle du scandale de la rivière Kassai en ce moment, pollution. Eh bien, les populations sont impactées. Diarrhée, maladies, morts, etc. Donc nous avons vu cet impact. Par exemple, nous avons planché sur la dégradation du niveau de l'enseignement en RDC. On a fait des propositions. Nous avons planché sur nos parcs et nos espaces protégés qui sont violés, mais au vu et au su de tout le monde. Nous avons fait un avis qui va bientôt sortir. On appelle ça avis, donc c'est un rapport contenant des recommandations. Ça n'a rien de contraignant, donc on peut ou n'est pas l'appliquer. Je tiens à mentionner ça sur une situation qui m'a impacté particulièrement aujourd'hui en venant vous voir, c'est la circulation routière. On a fait des propositions comment on pourrait améliorer, mais surtout on a montré l'aspect qui est souvent ignoré, que l'État perd énormément d'argent dans ce pays. Nous parlons d'un budget qui est national, voilà, maigre, mais on pourrait gagner des milliards de dollars si nous remettions au goût du jour les contraventions dans ce pays routier, au niveau de la route. Maintenant, vous me dites... Ah, mais oui, les usagers, ils payent, hein. On nous parle de 140 000. Moi, une fois, on m'a flanqué 140 000 contrevenants. Ils payent 100 000. Vous êtes allé payer à la banque ou bien sur place? On dit que quelqu'un de la DGRA devait venir au porte-police où j'étais. Donc, si, il y a des usagers qui régulièrement payent. Mais peu. Il y en a beaucoup qui se font rançonner, racketter. On vous arrête, infraction ou même pas infraction. On veut vous mettre en bassin pour vous crever les pneus, mais si vous donnez quelque chose, on vous laisse passer. Toutes ces questions-là, on les a examinées. Maintenant, vous me dites, à quoi ça sert tous ces avis? Ben, c'est ça le problème. Le problème, si on était un pays organisé, si le Conseil, n'oubliez pas que le Conseil économique et social est une jeune institution dans les faits, depuis 2014, mais en fait, on a vraiment commencé à fonctionner fin 2015-2016 parce qu'il fallait passer par la période budgétaire, etc. Eh bien, si les autorités, les institutions auxquelles sont adressées nos recommandations, les lisaient et les appliquaient, laissez-moi vous dire qu'il y aurait pas mal de changements. Donc maintenant, c'est ça l'effort. Nous sommes en train de mettre en place un mécanisme de suivi parce que nous faisons ce genre de recommandations à la demande justement de ces institutions, président de la République, Sénat, Assemblée nationale, province, etc. Mais nous pouvons aussi nous autosaisir d'une question et nous déposons nos recommandations, mais jusqu'à présent, vous le remarquerez, ça n'a pas été très suivi. Ça commence. Comme je dis toujours,
Conseil économique et social est en train de monter petit à petit vers pour atteindre son rythme de croisière. Mais maintenant, ce que nous devons absolument instaurer, un mécanisme de suivi. Nous avons fait tel rapport, par exemple, sur la protection des espaces menacés, les parcs, etc. Sur nos tourbières, sur la circulation routière, sur le code minier, etc. Voilà ce que nous avons proposé. Où vous en êtes dans l'exécution? Vous faites les propositions, vous donnez les avis, surtout, sauf sur l'essentiel, les besoins vitaux des Congolais. Et là, l'actuel gouvernement est passé outre, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on parle de baisse des prix, baisse de transport. C'est comme s'il n'y a jamais eu des propositions de ce côté-là. Mais c'est ce que je regrette beaucoup, c'est que dans notre pays, quand un ministre prend ses fonctions, on dirait qu'il n'a pas eu de prédécesseur, qu'il n'y a rien eu avant lui. On recommence à zéro. On veut réinventer la roue. Ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est voir ce qui s'est fait avant, voir ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut améliorer, etc. Donc là, il y a un travail effectivement à faire de suivi comme dans tous les domaines d'activité dans le pays. Il y a vraiment un effort à faire pour assurer le suivi. Nous sommes champions pour faire des forums, des états généraux sur le coulage des recettes par exemple, etc. Les états généraux de la justice, ou quand j'avais lu les conclusions des états généraux de la justice, vraiment je m'étais frotté les mains, je m'étais dit ça y est, c'était sous l'ancien régime, j'ai dit ça y est, c'est le début du changement en matière de justice. Et bien rien n'a été appliqué. Et bien maintenant, il faut des institutions comme par exemple le Conseil qui, en faisant ses recommandations, en donnant ses avis, mettent aussi en place des mécanismes de suivi de ces avis. Mais est-ce que vous avez eu à donner des avis sur la baisse des prix des denrées de première nécessité, sur le prix de transport aujourd'hui? Vous avez eu à donner vos avis? Nous avons eu à donner. Quand vous dites la priorité première du... C'est le manger, c'est pas la tourbière. Eh bien voilà, nous avons cette commission, notamment la commission agriculture. Eh bien, nous planchons sur toutes ces questions-là. Hein, par exemple, je trouve que on discute de la baisse des prix des denrées alimentaires. On nous parle comme une grande nouvelle, on va baisser le prix des surgelés. Bon, c'est bien, puisque c'est ce que mange le Congolais en général. Mais ce que je trouve malheureux, c'est qu'un pays comme le nôtre doivent importer des surgelés, doivent importer des poulets. Hein. Nous savons à peu près combien nous sommes, combien de poulets les Congolais. Si on ne le sait pas, on devrait le savoir, faire des études là-dessus. Eh bien, surtout en période de Noël qui approche, eh bien, donner les moyens à des entrepreneurs congolais, des éleveurs congolais, encadrez-les pour qu'ils élèvent des poulets. En 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous avez des poulets sur le marché. Hein. Un pays comme le Cameroun a eu à le faire, a eu plutôt à augmenter les taxes sur les poulets surgelés pour pouvoir aider, promouvoir son élevage local. Donc, c'est toutes ces questions que nous soulevons. Et je terminerai par dire, vous savez, on ne peut pas gouverner sans réflexion. On ne peut pas gouverner sans planification. Et dans les pays organisés, c'est là où on voit qu'il y a pas mal de groupes de réflexion. Il y a des think tanks, etc. Un pays comme la France, d'ailleurs notre Conseil économique et social de la RDC est un peu copié sur le modèle français, parce qu'il faut qu'il y ait des institutions, des groupes qui réfléchissent, qui voient, qui fassent des propositions, qui anticipent. Et nous, non, on est juste dans l'exécution, et l'exécution qu'on fait mal parce que c'est pas soutenu par une bonne planification et par de bonnes propositions. Bon, en tout cas, dans notre temps, les Congolais, surtout les Kinois, s'y frottent les mains parce que le carton de poulet va aller de 10, va baisser, de 15 à 10. Donc, en attendant, oui, on se frotte les mains, on dit, mais vos avis ne servent, puisque vos avis ne servent pratiquement à rien, ce ne sont pas des avis contraignants, c'est consultatif.
eh bien, il ne faudrait pas que seules les dispositions contraignantes marchent dans un pays. C'est là où on voit le niveau de développement d'un pays. Un pays qui met l'accent sur la réflexion, qui met l'accent sur l'anticipation. Et c'est là où je dis, c'est pour ça que ça marche. Quand vous voyez, par exemple, le Capharnaüm qu'est devenu la ville de Kinshasa en termes de circulation routière, vous vous dites, il n'y a personne qui réfléchit. Non, les députés provinciaux disent que tout va bien. Non, personne ne réfléchit. Dans un autre pays, on dirait, les poids lourds ne circulent qu'à partir d'une certaine heure. Les poids lourds ne rentrent pas dans les routes résidentielles, etc. Mais maintenant, c'est la jungle partout et les routes sont cassées, etc. Mais il faut des gens pour réfléchir à cela, pour dire si on aménageait tel axe. Par exemple, on en parle régulièrement depuis des années, que nous n'avons qu'une seule route qui nous mène de la ville à l'aéroport de Njili. S'il y a un problème un jour, patatrac. Eh bien, nous réfléchissons à ce genre de questions. Nous faisons des propositions. Mais les pouvoirs publics ne suivent pas toujours et commencent timidement à suivre. Et c'est notre rôle, c'est notre devoir, justement, de pousser, faire pression, de passer sur Top Congo pour en parler. Là, on s'est entendu même jusqu'au fin fond de nos pays, même ailleurs d'ailleurs. Donc, merci. Le Conseil économique et social travaille. Le Conseil économique et social a comme souci d'améliorer le vécu quotidien des Congolais. Et je terminerai par dire, vous, votre voisin ou d'autres, vous pouvez aussi saisir le Conseil économique et social par pétition. Donc moi je me dis, au lieu de dire mais à quoi il sert ce conseil, eh bien aller au texte, à part, non, mais on fait mieux, on demande à ce qu'on puisse dissoudre carrément. À part la Constitution, il y a la loi organique, il y a notre règlement intérieur. Ceux qui disent qu'il faut dissoudre, eh bien c'est une institution de trop. Voilà. Il y a le CENSA, le Conseil économique et les institutions à dissoudre. Nous ne faisons pas partie. Le CENSA, c'était suite à un accord ponctuel, etc. Il ne faut pas mélanger les chiffons et les serviettes. Le Conseil économique et social a une mission bien déterminée, mais je dis toujours que jusqu'à présent, nous avons été sous-utilisés. Et maintenant, beaucoup d'institutions se rendent compte, mais à nous d'accroître notre visibilité, à nous d'assurer le suivi de nos décisions, à nous de faire entendre notre voix, notamment auprès de Madame Élisée Odia. Et de toute la grande équipe de Top Congo, d'ailleurs. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très rapidement, en 1 minute, le président de la République souhaite assez que le prochain président, peut-être en 2023, en 2028, puisse être une femme. Vous voyez revenir encore Je vais être franche avec vous. Je suis un peu... Le mot n'est pas fort. Je suis choquée qu'on parle des élections en termes de candidature maintenant. Parce que je me dis c'est le cadet de souci des Congolais. Le souci des Congolais, on vient d'en parler. Manger, se soigner, envoyer les enfants à l'école. Le souci des Congolais, c'est nous avons tous nos caniveaux bouchés en ce moment. L'année dernière, on a eu des morts parce qu'il y a eu des inondations, il y a eu des érosions. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 3 mois, ces 100 jours du gouvernement? Les 100 jours, c'est vrai que c'est pas, on ne peut pas réaliser des miracles en 100 jours, mais on peut prévoir, on peut donner des signaux. Eh bien, la saison des pluies, c'est demain. Hein, la saison des pluies, c'est demain. On aura à nouveau des inondations, on aura encore des morts, on aura encore à les déplorer. C'est ça le souci des Congolais. Moi, j'aimerais qu'on change un peu de paradigme. Être en train de parler candidature, etc. Bon, c'est un bon vœu du chef de l'État d'avoir dit, je pense ou je souhaite que mon successeur soit une femme. Bon, tant mieux. De toute façon, on va dans ce sens-là. Le monde change. Et ça sera tôt ou tard, ça arrivera au Congo. Mais je voudrais qu'on remette le Congolais au centre des priorités.